Le WAMcast. Toute l'actu de la visibilité naturelle par l'agence WAM. Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMcast. Alors pour ce numéro estival, je vous propose une petite mise en abîme puisqu'on va faire un podcast sur les podcasts. Mais oui, pourquoi pas après tout. On va voir en gros comment se passe la création d'un podcast, les forces de ce format et surtout quelle est la place des podcasts dans les résultats des moteurs de recherche. Et pour m'accompagner, le taulier du WAMcast, on peut le dire je pense maintenant, David Eicholzer, le directeur et fondateur de l'agence WAM. Salut David. Salut à tous, salut Kevin. Et du coup on va parler de podcast aujourd'hui. Exactement. Et d'ailleurs, Kevin, je me permets de te couper. Excuse-moi. Mais vu le thème de l'émission, eh bien, j'ai bien envie, pour une fois, d'inverser les rôles, si tu me permets. Ah, c'est-à-dire que c'est moi qui vais poser les questions. Ah, donc c'est moi qui me retrouve à répondre. Là, exactement, et je me mets à la table de mixage. et voilà, on inverse. Bon, écoute, c'est l'été, on peut se permettre des petits jeux comme ça, des petits inversements de rôle. Je t'écoute, dis-moi tout, pose-moi toutes tes questions. C'est l'idée. Et pour commencer, écoute, on peut peut-être partir de la genèse du WAMcast. Un jour d'automne 2019. Absolument, il y a même du voyage dans le temps dans ce numéro. Non, et ouais, effectivement, le premier numéro du WAMcast, donc il est sorti le 24 octobre 2019. Vous imaginez bien que ça s'est pas fait en un jour. On avait commencé les discussions un petit peu en amont d'ailleurs. Exactement, ouais, tout à fait. Il y avait cette petite lubie de faire une petite émission, un truc. Ouais. Et puis on en avait discuté un matin à la machine à café d'ailleurs. Exactement. Au lieu de parler des résultats du match de la veille ou du film qu'on était allé voir, je t'avais parlé de cette possibilité de faire un podcast. D'ailleurs, tu avais tout de suite dit oui. Donc c'était hyper emballé. Ouais. En fait, juste pour faire le CV rapidement, j'ai une première petite vie de journaliste avant WAM. J'avais suivi une formation radio justement. C'est un média qui m'a toujours plu et je suis toujours même d'ailleurs un consommateur de podcasts. C'est ça. Et donc tu t'es dit je vais proposer ça à David. Exactement. Je peux l'avouer aujourd'hui maintenant qu'on est au 40e numéro, mais il y avait une petite part d'envie personnelle de tenter l'expérience, histoire de refaire un peu de radio, de varier un peu les plaisirs. Mais c'était pas seulement un petit plaisir égoïste, je te rassure. C'est surtout que le podcast c'est un format qui est selon moi super intéressant pour monsieur ou madame tout le monde, mais aussi pour une entreprise en fait. Il y a pas mal d'avantages. Ouais, et des avantages dont tu vas nous parler évidemment. Ah, bien évidemment. Je vois que tu maîtrises déjà l'art de la relance. T'as vu, hein. Tu t'es fait vite à ton nouveau poste. Non, le podcast c'est un format qui a beaucoup d'atouts. Le premier, c'est tout bête à dire, mais c'est que tu l'écoutes où tu veux, quand tu veux. Je vous apprends rien, c'est sûr, mais t'as pas la contrainte d'une émission de radio à l'ancienne où tu dois allumer le poste à une heure fixe. T'écoutes ton épisode quand tu veux, dans les transports, en allant courir, je sais que ça te parle, en lisant, en cuisinant, je vais pas faire toute la liste, vous avez compris l'idée. Et cette liberté, c'est vraiment la grande force du podcast. Les radios l'ont bien compris elles-mêmes, puisqu'elles proposent maintenant tous leurs programmes en replay. Et d'ailleurs, près de la moitié des écoutes audio en France, c'est des podcasts venus de radio, justement, donc c'est loin d'être anodin. Et pour compléter, il y a un tiers des écoutes qui sont des podcasts natifs, c'est-à-dire des podcasts créés de toutes pièces, qui ne sont pas rattachés à un média, notamment une radio. C'est le cas du WAMcast, par exemple. Ouais, tout à fait. Par exemple. Et tu nous as parlé de la facilité d'écoute pour les auditeurs à l'instant. Tu vois quoi comme autre avantage pour le podcast ? C'est aussi beaucoup de liberté pour les créateurs, que ce soit sur le format, sur la durée de l'émission même, sur le ton employé. Vous faites ce que vous voulez en gros. C'est pas la radio, vous êtes contraint par le temps, par les pubs qui tombent à intervalles réguliers, par la ligne éditoriale. Il y a moins de contraintes techniques qu'avec la vidéo, je trouve aussi. C'est un média, un média plus souple, plus rapide à prendre en main. Donc, globalement, vous pouvez tout vous permettre, du moment en tout cas que c'est cohérent avec ce que vous souhaitez proposer. C'est ça, et alors tu disais que à l'instant c'est facile à prendre en main, ok, mais justement pour se lancer, est-ce que c'est pas trop compliqué ? L'autre gros avantage, c'est que c'est simple à produire et pas spécialement cher surtout. Enfin, disons que l'investissement reste raisonnable. Alors, je ne sais pas si je peux donner les chiffres pour le WAMcast, par exemple. Tu peux, vas-y, Kevin. Alors, j'ai plus les factures devant les yeux, mais en gros, on a débuté avec un enregistreur à environ 400 €. C'est un Zoom H6 pour reprendre le nom. Et 4 micros à 100 € pièce. Alors le matériel depuis 4 ans a évolué, c'est sûr. Mais en gros, au départ, en octobre 2019, ça représentait 800 € d'investissement plus 11 euros de frais d'hébergement mensuel. C'est ça. Et tu avais quand même un peu insisté en me disant à l'époque, c'est peut-être un peu alors je sais pas si c'est le haut du panier, mais autant prendre du bon matos, notamment pour les micros, on y reviendra. On y reviendra, carrément. Après, oui, c'est ça, 800 €.
Alors pour une entreprise, je parle sous ton contrôle, tu me dis si je me trompe, mais ça reste raisonnable, on va carrément, dire. Carrément, Après, effectivement, si vous êtes un particulier et que vous voulez vous lancer, 800 €, ça peut faire beaucoup. Mais après, dans l'absolu, vous pouvez aussi faire votre podcast avec seulement un micro USB à moins de 100 €, enregistrer la piste sur votre ordinateur et monter l'épisode sur des logiciels gratuits comme Audacity. Ça reste abordable. Il y a aussi, vu que le podcast est un format qui se démocratise de plus en plus, tu peux aussi trouver en seconde main du matériel de très bonne qualité à des prix plus abordables. Donc ça vaut le coup. L'investissement peut rester faible en tout cas, et du coup tout le monde peut se lancer. Et tu parles d'investissement faible, mais est-ce que ça peut être rentable, un podcast ? C'est compliqué, c'est comme sur YouTube en fait, c'est rentable si ton nombre d'écoutes ou de vues pour YouTube est très important. Je pense que, on parlait de radio tout à l'heure, les revenus publicitaires pour les podcasts de stations de radio ou les gros podcasts natifs font que évidemment le programme est très rentable. Clairement maintenant, je ne conseillerais pas de lancer un podcast pour faire fortune. Non, on faut dire les choses. Si vous êtes un particulier, il faut plutôt voir ça comme un hobby, un moyen de se faire plaisir, voilà, une petite activité. Pour un podcast d'entreprise, je dirais qu'il faut plutôt voir le format comme une manière d'informer son audience, d'engager son public, démontrer son expertise, renforcer la notoriété et l'image de marque. Il y a pas mal de petits avantages. Pour revenir à ta question, c'est possible de monétiser ces podcasts, évidemment. Alors, par exemple, l'exemple le plus simple, c'est sans doute, vous pouvez signer un partenariat avec une marque. Mais encore une fois, pour qu'une marque mette de l'argent, il faut que les audiences soient intéressantes pour elle aussi. Et il faut que le partenariat ait du sens, que ce soit cohérent. Oui, évidemment. Et justement, à partir de combien d'écoutes, si on est un peu concret, un podcast peut être monétisable ? Écoute, il y a certains sites spécialisés qui estiment qu'un podcast est monétisable à partir de 1000 écoutes mensuelles. Alors, c'est vrai, mais si vous faites 1000 écoutes par mois, c'est clairement pas ce qui va vous permettre de payer le loyer, je pense. En l'occurrence. Par exemple, sur Spotify, le créateur de contenu peut toucher 3,50 $ pour 1000 écoutes. Wow. Je vous laisse faire le calcul pour être rentable. Après, sans parler d'en vivre, passer un certain nombre d'écoutes, ça peut aussi te permettre d'arrondir un peu les fins de mois, ou même tout simplement de payer les frais liés à la création et à l'hébergement du podcast. Ok, très bien. Il existe d'autres moyens de monétiser un podcast ? Il y a certains sites d'hébergement qui proposent cette option, passer un certain nombre d'écoutes. Alors nous, par exemple, le Webcast, on utilise Aosha depuis le premier jour. D'ailleurs, on est très contents. En gros, vous téléchargez votre épisode et puis la plateforme diffuse sur toutes les applis de podcast, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, etc. Il y en a bien d'autres. Et toutes vos stats sont centralisées sur l'appli, donc c'est très simple, c'est très intuitif, c'est très pratique. Ça, c'était la petite parenthèse, et je vous assure que c'est pas un partenariat rémunéré. Non, je confirme. Je vous rassure. Non, mais voilà, pour reprendre l'exemple d'Aosha qu'on utilise, on peut monétiser son podcast à partir de 5000 écoutes mensuelles. Okay. Mais je me répète, pour que ce soit intéressant, vaut mieux attendre de faire des grosses audiences pour que la monétisation forcément soit importante. Et ça fonctionne comment ? Il y a plusieurs manières de faire. Déjà, vous pouvez opter pour une monétisation manuelle, c'est ce dont je viens de parler. En gros, c'est un partenariat que vous gérez, vous récoltez forcément tous les revenus et vous faites la pub. Là, pour faire la pub, il y a plusieurs moyens. Il y a ce qu'on appelle le pré-roll, c'est une pub en début d'émission, donc forcément avec de grandes chances d'être écouté. Le post-roll, c'est l'inverse, c'est en fin d'émission, mais là, il y a le risque que les auditeurs stoppent l'écoute dès la fin de l'épisode et n'écoutent pas ta pub. Et il y a le host-read, donc là, c'est l'animateur qui parle lui-même du produit de manière plus ou moins spontanée, on va dire, mais c'est lui qui fait son petit speech. J'imagine que c'est le plus répandu. C'est le plus répandu. Le plus intéressant, c'est pré-roll et host-read. Parce que host-read, tu gardes une liberté de présenter ta pub. Sans péter ta ligne éditoriale. D'une manière cohérente avec le reste du truc. Et le pré-roll, c'est avant, donc c'est assez commun aussi. D'accord. Après, il y a une autre possibilité, c'est la monétisation automatique. Là, le podcast est relié à une régie publicitaire qui diffuse un peu ce qu'elle veut, quoi. Et là, les revenus sont divisés entre vous et entre l'agence, évidemment. Et contrairement à la monétisation manuelle, c'est pas vous qui créez ce partenariat, finalement. Après, pour rassurer les gens, il y a comme une possibilité de signaler des secteurs auxquels vous souhaitez pas forcément être associé au niveau de la pub. Mais même si vous signalez ça, vous n'avez quand même pas le contrôle entier sur ce qui va être diffusé. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure. En fait, la monétisation, ok, très bien, mais il faut être cohérent. Ouais. Tu peux nous donner un exemple ? Je vais donner un exemple
tout bête, j'ai envie de dire. En fait, c'est parce que je l'ai entendu personnellement il y a pas longtemps. Ouais. En gros, j'écoute un podcast humoristique qui a un bon succès. Ils ont récemment fait une tournée en France. Ils ont rempli l'Olympia même. Ah donc, bon petit ok. podcast. Yes. Et en gros, au fil des émissions, les animateurs ils sont amenés à parler un petit peu de leur expérience perso. Et ils ont expliqué plusieurs fois, par exemple, qu'ils ne buvaient jamais d'alcool. Alors, ils font pas la morale là-dessus. C'est vraiment des anecdotes perso dans le cadre d'anecdotes de soirée, etc. Ouais. Le truc, c'est qu'ils ont une communauté fidèle. Et cette info, le public la connaît. Et récemment, ils ont commencé à monétiser les émissions. Alors, d'abord en faisant ce que je disais tout à l'heure du host read. Donc, c'est eux qui plaçaient leur partenariat avec leur ton, leur liberté de s'exprimer. Et plus récemment, ils sont passés au pré-roll, donc une pub diffusée par une régie publicitaire avant l'épisode. Et il y a quelques semaines, l'épisode s'est ouvert sur une publicité pour de l'alcool. Aïe. Et ça a fait réagir les auditeurs. Alors, les animateurs ont expliqué, du coup, dans l'émission suivante, qu'ils ont reçu des mails, des tweets, des messages Instagram pour leur signaler, pour leur dire, attendez, vous qui prenez pas d'alcool, c'est quand même bizarre que votre émission commence sur une pub pour de la bière. Alors, c'est pas dramatique, il n'y a pas eu de bad buzz. Ça n'a pas impacté négativement leur podcast. Comme je t'ai dit, ils ont expliqué dans l'émission suivante qu'ils seraient plus vigilants et qu'ils en parleraient à la régie pub, justement. Mais ça montre quand même que le public est sensible, il est réceptif aux pubs que vous pouvez mettre dans le podcast. Et qu'un manque de cohérence, ça peut vite faire réagir. Alors là, dans mon exemple, encore une fois, il n'y a rien de grave. Mais pour une entreprise, ça peut avoir des conséquences. C'est comme si nous, on décidait de monétiser le webcast et que l'épisode, avant même qu'on parle, il commençait par une pub pour un concurrent. Ça ferait. Oui, c'est pas ouf. C'est très mauvais genre. Effectivement. Je pense pas trahir un secret en disant que tu as un podcast personnel, Kevin, en plus du webcast. Ça se passe comment alors ? Oui, je fais du podcast au boulot, du podcast sur le temps libre, je fais que ça. Non, plus sérieusement, j'ai effectivement un podcast perso depuis décembre 2020 qui traite des années 90, ça s'appelle Bebop pour ceux qui veulent écouter. C'est évidemment un podcast amateur, on a des audiences tout à fait correctes pour notre modeste niveau, comparé à des machines de guerre du podcast, on pèse pas grand-chose. Là, par exemple, on est à 280 000 écoutes et en moyenne entre 6 et 7 000 écoutes mensuelles. C'est joli. On est content. C'est joli, mais donc à ce niveau d'audience, si je t'écoute bien, tu dépasses les 5 000, donc tu rentres dans les clous pour la monétisation. Ouais, techniquement, alors nous, on le fait pas. Enfin, on le fait pas de la manière dont j'ai parlé précédemment. En gros, on n'a pas de partenariat pour la simple et bonne raison que ça demande beaucoup de temps. Et on accorde déjà beaucoup de temps au podcast, soit sur notre temps libre, c'est à côté du boulot quand même. Il y a les grosses émissions que vous faites. Oui, en plus. Non, mais je veux dire, il y a la préparation, la recherche d'infos, il y a l'enregistrement, il y a le montage, il y a la gestion des réseaux sociaux. Alors ça, je vais volontairement pas en parler, mais bon, c'est une problématique du podcast, c'est comment tu communiques dessus. Bon, les réseaux sociaux, c'est un sujet à part entière et bien dense, mais n'empêche que ça prend du temps. Des partenariats, on en fait quelques-uns de temps en temps, mais là, c'est simplement pour faire gagner des cadeaux aux auditeurs. Donc, c'est toujours le petit geste qui fait plaisir. On pourrait aussi avoir recours, tu le disais, à la monétisation par régie pub. Ça a été même un sujet de discussion entre nous. J'imagine, avec les chiffres que vous faites, clairement. Mais le truc, c'est qu'à 6 ou 7 000 écoutes, les revenus pubs seraient pas spécialement intéressants, ou en tout cas, de notre point de vue, c'est uniquement notre point de vue, pas suffisamment intéressants pour diffuser des pubs où on n'aurait pas un droit de regard clair, et qui pourraient, j'en reviens toujours au même truc, manquer de cohérence avec ce qu'on fait. On s'est dit, est-ce que pour gagner, je sais pas, je dis une bêtise, 35 €, est-ce que ça vaut le coup d'avoir des pubs étranges au début de notre podcast ? Donc, on a opté pour une autre solution. Et qu'est-ce que c'est, cette solution ? On passe tout simplement par une plateforme de financement participatif. Alors, en l'occurrence, nous, on utilise Patreon, et ce qui fait que ce sont nos auditeurs, ou en tout cas ceux qui veulent nous soutenir, qui nous versent de l'argent chaque mois. Et l'idée derrière ça, c'est pas que de prendre leur argent, évidemment, c'est de leur donner certains avantages en échange de leur soutien. Je continue dans mon exemple perso. Dans notre cas, il y a plusieurs paliers. Il y a avoir l'épisode en avance, quelques jours avant la diffusion publique. Nous imposer un thème à traiter, parce qu'on traite plusieurs thèmes par émission, et les gens peuvent dire moi j'ai envie que vous parliez de ça. Donc voilà. Ok, très bien. Ça me fait penser d'ailleurs, comme pour les médias, que certains ont recours à l'abonnement, certains ont recours à la pub, plus à l'abonnement, et certains, comme par exemple The Guardian à Londres, fait un peu ce que tu dis, c'est-à-dire
vous choisissez si vous voulez payer ou donner quelque chose contre de l'information. Et côté revenu, si c'est pas indiscret, tu peux nous dire un peu ce que ça donne ? Alors tu peux être rassuré, je vais pas poser madame demain. Je ne touche pas assez de quoi mener une carrière de podcasteur à succès. Non, je peux en parler pour être tout à fait transparent. Le financement participatif nous rapporte en moyenne 170 € par mois. Ouais. Alors on est passé en mensuel. Il y a une époque on était en hebdo, alors c'était encore plus de travail et on était aux alentours de 300. Bon là on a réduit, c'est passé à 170. Et pardon, je te coupe une seconde, mais 170 ou 300 €, si je fais le calcul par rapport à ce que tu nous donnais tout à l'heure, en fait, tu dépasses carrément ce que tu pourrais gagner avec de la pub imposée. Je pense. Surtout maintenant qu'on est à un épisode par semaine. Ouais. Alors, 170 €, on ne mène pas la grande vie avec, mais ça nous permet de payer l'hébergement du podcast, les repas et les boissons le jour de l'enregistrement. Il faut bien prendre soin de soi. Vous passez du temps. D'acheter des cadeaux pour les jeux concours. Ouais. Et puis surtout, ça nous a permis, on parlait de matériel tout à l'heure, ça nous a permis d'investir dans du meilleur matériel. En l'occurrence, là, c'était une table de mixage qui coûtait 500 €. Là, je parlais de Patreon, encore une fois, suivant ton podcast, ça peut payer bien. Il y a des podcasts américains, j'ai plus le nom en tête, je l'ai pas noté, excusez-moi, mais l'exemple c'était 56 000 $, il se faisait de soutien. Donc ça peut être rémunérateur, quoi. Ok, très bien. Et pour en revenir plus largement à notre thème des podcasts, on a parlé du Whamcast, de ton podcast, mais tu gères aussi les podcast pour nos clients chez WAM. Oui, je fais que du podcast. Tout le temps, constamment. Tu peux nous expliquer comment ça se passe quand tu travailles justement avec la casquette agence ? Assez naturellement, en fait, après le début du Whamcast, on s'est très vite posé la question de proposer ça à nos clients. On a quand même attendu de se roder un peu, de tester le format, de maturer le format de notre côté, histoire de ne pas arriver tout de suite sans être rodé. Tout à fait. Et on a fini par l'intégrer notre offre éditoriale au sens large. Il y a déjà les contenus rédactionnels, il y avait les infographies, les vidéos. Et du coup, on a enrichi l'offre avec les podcasts, ou plutôt des contenus audio, si vous préférez, pour être précis. Et c'est un format qui se prête plutôt bien à comme la vidéo, au demeurant, à des sujets conseils ou pour créer des séries autour d'une thématique commune. Par exemple, sans citer le nom, on a créé un podcast autour du recrutement où justement des experts intervenaient pour expliquer comment mettre en avant les soft skills en entretien, comment négocier son salaire à l'embauche, des conseils pour les recruteurs même sur les questions discriminantes à ne surtout pas poser, etc. Donc, tu fais intervenir directement l'expert. Ils mettent en avant leur expertise, ils conseillent leur public, etc. Et concrètement, quelles sont les étapes de la création d'un podcast ? Avant de te répondre, je précise juste quand même que je vais détailler notre manière de faire, celle qu'on utilise pour le Whamcast, pour nos clients. C'est qu'un exemple, c'est que notre exemple, ça signifie pas que c'est impérativement la marche à suivre. Il existe autant de manières de créer qu'il y a de créateurs. Il n'y a pas de vérité absolue. L'important, c'est d'être à l'aise avec sa manière de procéder. Donc, ça sera notre manière de faire. Tu fais très bien de préciser. Alors, justement, explique-nous ta manière de faire. En fait, la problématique, que ce soit aussi bien avec le Whamcast comme avec nos clients, c'est qu'il faut composer avec des intervenants amenés à changer souvent. C'est en tout cas, nous, c'était une volonté du Whamcast, d'essayer en interne de faire intervenir le maximum de personnes pour impliquer le plus de monde. Apporter un petit exercice un peu sympa. Oui. Et donc, qui dit des intervenants amenés à changer, c'est aussi des intervenants pas forcément familiers de l'exercice du podcast. Il faut dire ce qui est, c'est assez particulier. Ça peut même être un peu intimidant d'ailleurs. Ah oui, pour beaucoup, ou même, c'est très bête, mais ce qui revient le plus souvent, c'est le retour casque, que les gens entendent leur propre voix, ça les... T'as raison. Ça peut décontenancer. Ça les trouble un peu, et surtout tous les intervenants ne sont pas égaux face à un micro. T'as certains qui sont extrêmement à l'aise à l'oral, d'autres beaucoup moins, et le défi, c'est de proposer aux auditeurs un contenu évidemment informatif, mais surtout dynamique, parce qu'il faut capter l'attention des gens. Potentiellement, on l'a dit tout à l'heure, ils font d'autres activités. Du coup, pour moi en tout cas, la forme est au moins aussi importante que le fond. Et c'est quoi ta recette miracle je ne sais pas s'il y en a une. Si c'est le cas, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça c'est sûr et certain. Mais en fait, c'est un peu comme pour les chroniques radio. Je recommande d'écrire l'intégralité du script et surtout de l'écrire
entre guillemets comme on parle, quitte même à intégrer des tics de langage dans le texte. Je trouve qu'il y a plusieurs avantages. Déjà, tout bêtement, c'est le meilleur moyen de structurer toutes tes idées, tes prises de parole, surtout s'il y a plusieurs intervenants, d'être certain de n'oublier aucune info clé pendant l'émission. C'est aussi une sécurité pour les personnes qui sont moins à l'aise à l'oral. T'as ton fil rouge. Ouais, c'est ça. Même en lisant les interventions, les phrases paraîtront toujours un peu plus naturelles ou faussement naturelles qu'en lisant un texte écrit avec un style très, très littéraire. Et puis, tu viens de le dire, rédiger le conducteur, c'est vraiment ça, c'est l'idée de fil rouge pour les personnes les plus à l'aise devant le micro, justement. C'est ce que je répète à chaque début de podcast. Ok, le texte est écrit, c'est très bien, mais n'hésitez pas à intervenir librement, n'hésitez pas à sortir du conducteur si une idée vous vient, si vous voulez interagir avec les autres intervenants. Ça sera forcément plus spontané, ça sera plus naturel, et une fois que ce petit aparté sera terminé, tout le monde a le texte devant les yeux et peut reprendre le fil de l'épisode et on peut enchaîner. Mais encore une fois, je me répète, c'est vraiment une manière de faire en tenant compte de toutes les problématiques dont je parlais tout à l'heure. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'enregistrer avec des gens très, très, très à l'aise à l'oral, des avocats notamment. Alors là, il y a trois tirets, une petite phrase, et ils partent et ils te font des interventions parfaites en une prise. C'est parfait. C'est sûr. Inversement, inversement, parfois, c'est beaucoup plus compliqué. Et au niveau de la dynamique, surtout quand tu as un intervenant très à l'aise et l'autre moins, ça se ressent un peu. Mais bon, l'idéal, évidemment, forcément, c'est des intervenants réguliers qui maîtrisent parfaitement le sujet, qui peuvent se lancer dans une discussion qu'elle soit pertinente, rythmée, dynamique. C'est le mieux, c'est sûr. Il faut composer avec ses forces. Et alors, sans parler de faiblesse, mais au moins savoir composer avec ses limites aussi. D'où le fait de rédiger le conducteur, je trouve, est une bonne solution. Oui, effectivement, j'ai pu le constater avec le Webcast et comme tu le disais, les différents intervenants qui viennent au micro tout au long de l'année et certains qui ne l'ont jamais fait. Et c'est vrai que ça met en confiance. Même pour reprendre ton exemple, on continue, pour être tout à fait transparent, on continue d'écrire nos conducteurs, mais toi qui en fais beaucoup d'épisodes, la lecture, tu te détaches du texte. Absolument. Et voilà. Tout à fait. Tu disais en une prise tout à l'heure, ça se passe comment au moment de l'enregistrement ? Là, je fonctionne pareil pour tous les podcasts que je fais. C'est une prise unique, sans couper. Alors, si jamais il y a une erreur, une bafouille, un portable qui sonne, ça peut arriver aussi. On arrête quelques secondes. On reprend là où on était et ensuite ça se joue au montage. J'enlève ce qui doit être enlevé. Et ça permet de garder le fil, la spontanéité. C'est ça. Plutôt que de tout arrêter. Ok. C'est tout simple en fait. Oui, alors tout simple, c'est relatif, on va dire. Non, mais c'est comme tout, c'est avec l'habitude, la répétition, ça devient plus simple. C'est valable pour absolument tout. Parfois, ça peut être long, fastidieux si l'épisode n'a pas été correctement préparé, si les intervenants, excusez l'expression, mais sont pas bons. Alors, ça paraît un peu direct, mais bon, faut dire les choses aussi. À l'inverse, quand tout est carré, que les participants sont bien préparés, que le conducteur aussi, que les participants sont à l'aise, là, ça peut être très rapide, ça peut être plaisant. Alors après, plus généralement, si certains de nos auditeurs veulent se lancer, soyez rassurés, les logiciels de montage, même les gratuits d'ailleurs, ils sont généralement très intuitifs, ils sont faciles à prendre en main. Et c'est pas spécialement difficile d'obtenir un résultat correct pour un débutant. Et comme je le disais à l'instant, avec la pratique, vous perfectionnez, notamment sur la technique, la modulation des sons, toutes ces petites choses qui feront que le rendu sera meilleur au fil des épisodes. Et puis après, il y a une autre solution, c'est de ne pas faire de montage tout court. Alors, ça peut avoir des avantages, notamment ça apporte, on va dire, de l'authenticité à ton programme. Les gens discutent, on coupe pas, c'est un format un peu talk. C'est ce que tu nous dis des fois, vous formalisez pas si vous accrochez. Oui. Continuez en fait. Oui, tout le monde a des tics de langage, tout le monde peut reprendre une phrase. Le garder, c'est un signe d'authenticité, c'est pas mal. Juste ne pas du tout faire mais là encore une fois, c'est que mon avis, ne pas du tout faire de montage, ça peut être un peu risqué au niveau du rythme peut-être, si tu as des longs silences, etc. On pourra pas vous reprocher d'être transparent. Moi, je conseille quand même d'en mettre un tout petit peu de montage, d'en faire un tout petit peu, ne serait-ce que pour enlever quelques blancs, essayer de dynamiser un peu le rendu, mais c'est pas une obligation d'en faire.
Et justement, on a des décideurs qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner s'ils veulent se lancer dans ce format de contenu du podcast? Alors, juste avant, je vais juste donner quelques chiffres. Ouais. Il y a 82% des Français qui écoutent un contenu audio tous les jours. Alors, contenu audio, c'est très large. Ça regroupe la musique, le streaming, la radio en live ou à la demande, les livres audio et évidemment les podcasts. On en parle aujourd'hui, ça en fait partie. Oui. Et sur les podcasts plus précisément, alors c'est des chiffres Médiamétrie de mars 2023. En mars, il y avait 144 millions de podcasts français écoutés en France via 40 plateformes d'écoute. Ça a décollé, C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Près de 18 millions de Français écoutent un podcast chaque mois. Le chiffre a pris plus 17% en un an. Effectivement, ça n'a plus rien à voir avec les chiffres d'il y a 3 ans. Oui, non, c'est clair. Clairement. Et un Français sur 2 a déjà écouté un podcast. Et parmi ceux qui n'en ont jamais écouté, 20% comptent le faire à l'avenir. Alors, pourquoi je vous donne tous ces chiffres? Déjà, parce que, on l'a vu, ils sont assez impressionnants. Et surtout, ils montrent à la fois qu'il y a de la demande. Il existe un public consommateur de podcasts qui continue de grandir, d'ailleurs. Et ça montre aussi que ce public, il a le choix avec une offre pléthorique de podcasts. Alors, je ne sais pas si on peut parler de concurrence, parce que en tant qu'auditeur, tu écoutes ce que tu veux. Ce n'est pas ce podcast ou ce podcast. Tu es tout à fait libre d'écouter tout ce que tu veux. Mais sans parler de concurrence, il faut quand même se dire que pour espérer être écouté au milieu de toute cette masse, faut te faire remarquer, quoi. Oui, exactement. Et là, on en revient donc aux conseils. Au conseil. Des conseils, alors là aussi je précise, donnés bien modestement. Hein, j'ai pas la prétention de détenir toutes les clés. On ferait plus d'écoute qu'on de la te raconte sinon. Mais effectivement, on va dire qu'il y a quand même au moins des points de vigilance à prendre en compte. Et le premier, je dirais, c'est la qualité du son. Pour moi, c'est vraiment primordial. Vous pouvez avoir le meilleur concept, les meilleurs intervenants. Si le son sature, si ça grésille, si l'écoute n'est pas agréable, ça va être rédhibitoire. Ou l'écho, typiquement. Oui, aussi. Ça, on peut avoir une certaine tolérance pour un podcast amateur qui est fait par un particulier chez lui. Si c'est un podcast d'entreprise, on attend quand même une certaine rigueur, un certain professionnalisme. C'est vraiment un gage de crédibilité et ça va dans les deux sens. Ça peut être un vrai gage de crédibilité où vous plombez si vous rendez un contenu pas top. C'est ça. Et je me souviens que dès le départ du Whamcast, un de tes conseils, tu m'as dit un prérequis. On n'est pas obligé de dépenser énorme, mais par contre, le son, ça doit être de super bonne qualité parce que c'est ce qui permettra de garder l'audience. Là, il y a encore très peu de temps, je tombe sur un podcast, j'essaie de me tenir au courant des sorties, notamment des podcasts culturels. Il y en avait un, le concept avait l'air super. J'ai lancé 2 minutes, le son était pourri, et j'ai dit désolé, mais d'accord, je comprends. Mais on nous remonte souvent d'ailleurs que le son est très bon dans le Whamcast quand je pose la question. On essaye en tout cas. Kevin, est-ce que tu as une autre recommandation justement? Une des autres clés pour moi, c'est la régularité. Fixez-vous une fréquence de publication et surtout, essayez de tenir la cadence. Un podcast qui marche, c'est un rendez-vous. Et ce rendez-vous, il doit être régulier. C'est le meilleur moyen de fidéliser les auditeurs, ceux de la première heure. Et aussi d'augmenter l'audience. Vous pouvez, après vous faites ce que vous voulez, vous pouvez commencer par un numéro tous les 2 mois ou idéalement au moins tous les mois. Après, rien ne vous interdit de changer la fréquence après un certain temps. Il y a certains podcasts qui sont hebdomadaires, d'autres on en connaît quotidiens. Oui. À vous en fait de trouver en interne surtout la formule qui fonctionne le mieux. Et on vous dit ça en plus là en parfaite connaissance de cause, en totale transparence parce que on le faisait pas on le faisait pas au début. On le faisait pas au début du Whamcast. C'était des sorties très très irrégulières. Et au fil des mois, on s'est dit on va essayer de corriger ça. On s'est imposé une forme de rigueur avec des guillemets, et on voit la différence d'ailleurs au niveau des résultats. Clairement. C'est sûr, c'est de l'organisation, surtout encore une fois en interne. Ça demande du temps. C'est pas forcément évident en entreprise où chacun a son travail, a ses missions, a ses obligations. Mais il faut essayer de tenir avec tout ça. C'est la clé. Oui, c'est une des clés. Pour le Whamcast, par exemple, nous, on fait une réunion tous les 6 mois. On prévoit le planning tous les 6 mois. On connaît les thèmes, les intervenants.
chacun a le temps d'anticiper, de se préparer. Après, rien n'interdit qu'il y a un problème de dernière minute et de devoir trouver une nouvelle solution, de switcher, d'inverser de thème. S'il y a une actu très chaude, finalement d'en faire un... Là, on l'a vu cette année avec l'IA, on a certains sujets qui n'étaient pas initialement prévus, mais on était obligé de réagir à ça. Mais s'il faut devoir improviser, c'est toujours mieux quand tout est planifié, tout est cadré, c'est plus simple. Ouais, et puis c'est comme ça qu'on arrive à faire 39 numéros, quoi. Voilà, par exemple 40. Ouais, même 40, absolument. Et c'était ce qu'on s'est dit, il faut se lancer. Enfin, tu nous avais dit, on se lance, c'est pas la peine de chercher la perfection. Par contre, tenons la régularité. Et je salue tous tes conseils de départ, parce que si on en est à 40, c'est parce que tu as instauré tout ça. Et puis que tout le monde joue le jeu en interne aussi, faut tout à le fait. dire, c'est important. Teamwork, tout à fait, tout à fait. Un dernier conseil, Kevin ? Écoute, je vais reprendre celui que tu viens de donner à l'instant. Tout simplement, si vous avez une idée de podcast, je peux rien vous conseiller de mieux que d'oser. Lancez-vous. Il n'y a rien à perdre dans l'absolu. Gardez en tête que fais bien de le rappeler. Il y aura des erreurs, ça c'est sûr, ça ne sera pas parfait tout de suite, c'est sûr et certain, mais vous progresserez petit à petit, vous corrigerez ce que vous avez à corriger, la formule peut-être évoluera même, mais il faut garder en tête que ça peut être une belle vitrine pour l'entreprise quand même, c'est un exercice plaisant aussi. Ouais, tout à fait. Pas pour tout le monde, on le répète, certains ne sont pas à l'aise. C'est un peu la récré quand on le fait. Ouais. Voilà, déjà parce qu'on est passionné par le sujet, et après, c'est vrai, le fait d'enregistrer, c'est un bon moment, et tout à fait. Ouais. Là, c'est le meilleur moyen, c'est tu démontres ton expertise tout en passant un moment agréable. Ça peut motiver certains collaborateurs également. Donc franchement, allez-y. Si je peux juste vous donner un conseil, c'est alors il y a plusieurs choix. Vous pouvez impliquer tout le monde, mais au début, essayez de choisir ceux qui sont vraiment motivés, histoire d'avoir peut-être un peu plus de rythme, voilà. Ça peut être sympa. Voilà, c'est mes modestes petits conseils. Oui, mais de podcasteurs confirmés. Donc on les prend bien volontiers. Merci beaucoup, Kevin. Bon, là, je parlerai bien de la place des podcasts dans le search, sauf que là, c'est toi l'expert, David. Donc, si ça ne te dérange pas, je vais reprendre ma place d'animateur. Je commençais à y prendre goût, mais je reconnais que... Bon, déjà, j'espère que je n'ai pas dénaturé ton travail, Kevin, mais c'est vrai que l'animation de podcast, c'est un métier. D'ailleurs, ça, c'est autre chose qu'on nous remonte régulièrement quand je parle du Webcast. On nous dit, l'animateur, il sait ce qu'il fait. C'est ta formation aussi, clairement. Bien sûr, ouais. Je pense que ce que tu fais à côté, ton expérience parle pour toi et ça s'entend. Donc, switchons, Kevin, effectivement. On reste à notre place, mais on inverse les rôles. C'est ça. Du coup, la deuxième partie de ce podcast sur les podcasts, on va s'intéresser à leur place dans le search et comment émerger dans Google, David. Oui, et pour entrer dans le vif du sujet, figure-toi qu'on ne va pas parler tout de suite de Google, mais plutôt des plateformes de streaming musical, parce que ce sont elles qui permettront à votre podcast d'obtenir la meilleure diffusion et de toucher son audience. Et au niveau plateforme, on parle de Apple Music, iTunes. Celle que tu citais tout à l'heure, effectivement, c'est ça, mais pas que. Voici la hiérarchie des plateformes de streaming. Moi, je suis aussi allé chercher quelques chiffres. Selon Statista, les chiffres datent de 2021. Ils ont été collectés tout début 2022, mais ça datait de 2021. En France, la part des consommateurs de musique en ligne ayant acheté du contenu ou un service l'ont fait à 41% sur Spotify, à 33% sur Deezer, à 32% sur Amazon Music. C'est assez dingue la percée d'Amazon. À 27% dans YouTube Music, puis Apple Music à 22%. iTunes à part, ils arrivent que là, finalement. 14%, voilà. SoundCloud, 6%. Et pour les anciens, Napster à 5%, qui est encore là. Voilà, je précise que cette hiérarchie peut tout à fait être différente pour votre podcast. Déjà, c'est la musique en général, c'est le programme, le contenu audio au sens large. Donc, selon le profil de votre audience, voilà, on pourrait y revenir. Le classement peut être un peu différent, quoi. Mais du coup, pas de trace de Google dans le classement. Mais non, pas de trace de Google Podcast comme moyen d'écoute du contenu audio. Attention à bien différencier avec l'accès au contenu. Là, on parle vraiment d'écoute. Voilà, c'est vraiment anecdotique a priori. À ce jour, ils n'ont pas percé. Au point qu'ils ne figurent donc dans aucun classement. En réalité, c'est assez paradoxal, puisque, si je rappelle cette stat search, la position hégémonique de Google, en France, elle dépasse 92%, comme chacun sait, selon G-Stat Counter. Voilà. Il faut dire que Google n'accorde pas de place au podcast dans son moteur de recherche aussi. C'est tout à fait vrai. Alors par contre, c'est assez récent. C'est-à-dire que ça n'a pas toujours été le cas. Ils ont testé pendant un peu plus d'un an ou deux un encart spécifique
dans la SERP, la page de résultats de recherche Google. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'un carrousel horizontal avec les podcasts correspondant à ta recherche. Par exemple, tu tapais podcast SEO et tu avais ton carrousel. Donc la condition, en revanche, pour faire apparaître ce carrousel de programme audio, c'est de démarrer ta recherche par le mot podcast. Et après, un clic sur l'un des podcasts, tu accédais à la liste des épisodes et tu pouvais activer le player tout en restant dans l'écosystème Google. D'accord. Voilà, mais ça a disparu en début d'année. Alors, est-ce que ça faisait un peu de doublon avec YouTube ? Est-ce qu'il n'y avait pas suffisamment d'offres de contenu ? Bon, en tout cas, ils ont fait marche arrière pour remettre YouTube au centre du jeu. Bon, je suppose que c'est dans les hautes sphères de Google un choix stratégique de remettre cette plateforme en avant. Et pour revenir aux plateformes de streaming dont tu parlais tout à l'heure, comment on fait pour soumettre son podcast ? Alors là, il y a deux manières de faire. Il y a la première, c'est soumettre son podcast au diffuseur de façon manuelle. C'est la do-it-yourself ou la Demerdenzisch, si tu es germanophile. Je ne suis pas, mais j'apprécie le mot quand même. Voilà. Je ne pense pas qu'il soit très nombreux à faire cela, mais rappelons tout de même la démarche. En fait, pour que ton podcast soit diffusé, le prérequis technique, c'est tu exposes un flux RSS valide en décrivant le podcast conformément au spec de RSS2. Donc, tu t'assures que le flux RSS contienne au moins un épisode. Tu t'assures que le podcast comporte une page d'accueil dédiée sur ton site. La page d'accueil doit inclure un élément link dans HTML renvoyant vers le flux RSS basique. Et de manière générale, il est nécessaire de respecter les consignes SEO classiques, on les énoncera un peu plus tard, d'indexation aussi de Google pour votre podcast, c'est-à-dire il faut que les pages et les URL du podcast soient explorables, indexables par les moteurs. Et donc ensuite, tu vas, par exemple, c'est chez Apple Music, tu donnes ton URL RSS et c'est parti, c'est indexé. Voilà, c'est assez rapide. Ça, c'était la première méthode. La deuxième, c'est quoi exactement ? Et la deuxième, c'est celle qui se répand le plus maintenant. Tu l'as dit tout à l'heure en introduction. Il y a une offre pléthorique désormais de podcasts. Ça veut dire qu'il y a des plateformes d'hébergement qui ont émergé en réalité, un peu all-in-one, et qui, comme Ocha, qui héberge donc, le Wamcast. Et comme tu le rappelais, on n'est pas du tout payé pour dire ça. On n'est pas payé. Mais elle nous satisfait. Et effectivement, elle propose vraiment une liste de services. Donc, un hébergement sécurisé, la possibilité de gérer son émission, notamment les aspects de SEO, de diffuser chaque épisode depuis une console centrale, la possibilité de monétiser ses contenus, c'est pas notre cas, mais on pourrait, mais notre obédience nous interdit de le faire. Exactement. Voilà, d'une mesure d'audience unifiée, on y reviendra un petit peu plus tard. L'utilisation des plateformes d'hébergement ont entre autres l'avantage d'être facile à prendre en main, même pour des non-codeurs comme moi. Non, c'est vrai que c'est très intuitif, c'est très simple. Ouais. Carrément, et tout y est simplifié pour que l'éditeur se concentre sur le contenu de ses émissions, et c'est là où c'est intelligent. Donc c'est plutôt pratique, tu fais le travail d'optimisation une fois, et ça se répand sur toutes les plateformes. Voilà. Tu parlais tout à l'heure du fait que le classement des plateformes de streaming dépendait aussi du profil de ton audience. Est-ce que tu as quelques stats à nous partager pour le Wamcast, carrément ? Oui, voilà, et justement, ouvrons le capot du Wamcast et vous allez voir que le classement est bien différent que celui que j'ai donné tout à l'heure. Si je prends la période depuis le 1er janvier 2023 jusqu'à hier, 27 juillet. 27 juillet. Voilà, puisque le podcast, on le prépare des fois tardivement le soir. Voici la hiérarchie. Je précise donc que nous sommes diffusés sur toutes les plateformes mentionnées plus haut. Donc, Apple Podcast à 53%, Spotify 18%, Ocha Player, c'est assez surprenant, mais voilà, 12%, Google Podcast quand même, 4%, qui n'était pas du tout dans les classements de tout à l'heure, Deezer 4%, pourtant qui était assez élevé globalement, Podcast Addict 3%, puis après, c'est un petit peu plus... on va dire qu'il y a un paquet autre, quoi, pour 5%. Quoi, voilà. Oui, c'est donc là, Apple, c'est écrasant. On passe de 53% à 18% pour Spotify. Et assez étonnamment, il y a le player Ocha, donc l'hébergeur en l'occurrence, et Google Podcast à 4%.
Ouais, quand même. En fait, il y a une explication rationnelle. C'est à ce classement et tu me vois venir. Le travail de référencement qui vise à optimiser notre présence depuis les plateformes de streaming, et évidemment Google. Exactement, Google et Ocha d'ailleurs, qui se retrouvent dans les résultats de Google, tout à fait, c'est complètement ça. Voilà, et ça fait partie donc de cette explication, parce qu'il remonte dans les classements. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire quelle place est faite au contenu audio sur les différents moteurs et les différentes applis disponibles ? Oui, bien sûr. D'abord sur l'application mobile Google Podcast. Donc depuis Android, par exemple, l'application Google Podcast, c'est le pendant d'iTunes, podcast, j'ose la comparaison, permet de trouver des émissions de façon très précise. Si on prend l'exemple du Whamcast, en fait, on est positionné 4e sur la requête référencement. Voilà. Et ce que j'ai remarqué par rapport à 2020 où on suit... depuis qu'on s'est lancé, 2019-2020, aujourd'hui, il y a pléthore de résultats en français. À l'époque, il n'y avait aucun résultat. On était seul au monde. C'est assez drôle. Est-ce qu'il y a une autre plateforme ou un autre moteur dont tu veux nous parler ? Ouais, je me suis amusé avec Bing, par exemple. C'est un format de contenu qui a été longtemps mis de côté par Bing. Et lorsqu'on avait rédigé un papier pour Abondance, pour la lettre payante Réacteur, mes recherches étaient assez infructueuses. Complètement même infructueuse. Ouais. Mais les choses ont changé. C'est-à-dire que désormais, lorsqu'on recherche podcast SEO, alors on a une liste de vidéos, c'est rien d'original, mais c'est du converti voilà, avec une oscillation. Voilà. Mais plusieurs expressions sont proposées à gauche de ce carrousel et m'invitent à creuser le sujet sous la bannière explorer. Et ces requêtes sont podcast RH, podcast vidéo interview, podcast online, vidéo podcast recording, etc. etc. Donc, tu vois, il y a quand même un espace qui est créé pour ça. Et lorsqu'on clique dessus, là, tu ouvres carrément un onglet et là, tu as toute une série d'émissions. Ça se présente comme un Netflix, en fait. Et tu as accès à tous les podcasts et tous les épisodes de ces podcasts. Plutôt bien fait. J'étais agréablement surpris. Ouais, bien mieux que chez Google, d'ailleurs, qui donc laisse aucune place. Vous êtes plutôt bien fichu. Voilà. Et est-ce que tu as pu tester sur ChatGPT ? Évidemment. Évidemment, sous Edge, chacun sait maintenant que avec le navigateur Edge, lorsque tu es sur Bing, tu peux ouvrir une fenêtre ChatGPT. Et je lui ai demandé, peux-tu me lister les podcasts sur le sujet du SEO en français ? Et voici sa réponse. Voici une liste de 3 podcasts en français sur le thème du SEO que je vous recommande. Les Makers, je ne les connais pas, mais je les salue. On les salue. Voilà, ils sont dedans très bien. L'incontournable pour apprendre le SEO et l'affiliation. News SEO français sur Apple Podcast, je ne connais pas non plus. Podcast et SEO, comment bien référencer son podcast ? Et ça, c'était un article de blog Ocha, voilà, que j'avais rédigé d'ailleurs, mais donc qui n'est pas un podcast. Il ne fait pas ressortir le Whamcast, mais ton article. Voilà, donc c'est pas super précis, mais voilà, c'est remonté, mais pas de trace du Whamcast en dehors de cet article qui parle donc du Whamcast. C'est assez drôle. Voilà, c'est un bon moyen de trouver des podcasts. C'est pas encore super précis. Mais nul doute que l'usage se développe ces prochains mois. Alors, moi, par curiosité, ChatGPT, j'avais tenté sur une structure de podcast, voir ce qu'il me proposait. C'est comme pour des contenus texte, finalement. Ouais. C'est sur une structure, ça peut être cohérent une fois que tu lui demandes d'écrire un lancement ou quoi que ce soit. C'est plus compliqué. T'as beau lui donner des explications sur le ton à utiliser, etc. Ouais, ça fait pas naturel, j'imagine. Voilà, c'est pas du contenu écrit, clairement. Tu parlais de ChatGPT, tant qu'on y est sur Search Generative Experience. Mais dis-moi, tu ne deviendrais pas plus expert que les... Au bout de 4 ans. Au bout de 4 ans. Tu nous sors SGE comme ça. mais plus sérieusement, effectivement, on a testé avec notre VPN. Merci à Mathieu qui nous écoute. Il n'y a pas de résultats spécifiques proposés donc aux États-Unis avec Search Generative Experience. Il n'y a pas de résultats spécifiques proposés par l'IA Google. Ils listent des articles qui eux-mêmes vont lister des podcasts. D'accord. Ce qui est déjà très bien. Ça montre qu'il faut faire son travail un peu partout, aller contacter des médias et leur dire tiens, dans le domaine du SEO par exemple, tu m'as pas listé, je peux te le faire écouter si tu veux. Est-ce que tu peux nous lister ? Donc ça, c'est plutôt un bon moyen de se faire connaître. Mais SGE n'a pas remonté d'émissions directement. Faut regarder, faut prendre le temps d'observer dans le temps, peut-être que ça évoluera. Voilà. Cela dit, pour le fun, on lui a demandé s'il connaissait le Whamcast avec Mathieu.
Eh ben, j'ai été agréablement surpris parce qu'on le demande aux US et il a parfaitement reconnu l'agence qui est à l'origine. Il a cité mon nom aussi, affiché un lien vers la page Wamcast. Super étonnant, donc voilà, bien foutu. Bravo SGE. Un autre outil peut-être. Bah oui, alors j'ai regardé quand même le moteur de recherche Quant. Ah, surprenant. Surprenant, mais oui, mais pourquoi j'ai remis Quant dans cette liste? Parce que vous avez peut-être écouté les infos, mais Quant qui était tombé en désuétude, et qui avait quand même une promesse intéressante à l'origine, et bien en fait a été racheté par OVH, Cocorico aussi, parce que c'est une belle boîte française. Ce qui pourrait redonner un coup de boost au moteur français. Je me suis dit, tiens, en tout cas, c'est l'ambition d'OVH et de son créateur qui l'a racheté. Donc, j'ai quand même testé. Et pour le moment, il y a une petite déception parce qu'il n'y a pas d'affichage de podcast dédié à ce format de fichier. Ouais. Tu as un onglet vidéo qui est bien proposé, comme Google, comme on disait tout à l'heure, qui va lister des vidéos. Mais voilà, dans notre recherche podcast référencement, ça n'a rien donné de concluant, sinon donc ce carrousel vidéo. Toutefois, en recherchant podcast actualité, j'ai eu une liste sur la droite de pages actualité qui présentait un podcast, celui de BFM. Bon. Oui. Rien de bien fou. Ouais. Voilà, dommage. Mais il y a une place à saisir. Et encore une fois, je parlais de Quant parce que je crois qu'il y a une ambition, une nouvelle ambition autour de ce moteur. Ça aurait été dommage de ne pas en parler. Et concernant les plateformes de streaming musical, quelle est la place laissée au contenu audio? Ouais, voilà. Donc c'est le sujet. Donc je suis passé par les moteurs, mais effectivement, ce sont les plateformes. C'est par ça qu'on passe pour aller trouver des nouveaux contenus audio. Spotify, Amazon, Apple en premier. YouTube, bien sûr, musique aussi. Donc ces plateformes ont récemment, et en particulier ces 2 dernières années, passé de gros accords, souvent d'ailleurs financiers assez dingues, avec des podcasteurs pour enrichir leur catalogue d'offres. Et donc, il y a de plus en plus de résultats pertinents, que ce soit pour Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Il y a même des sites d'hébergeurs qui le font, même d'ailleurs des partenariats avec. Ah, ok. Exana, ok, yes, carrément, je ne savais pas. C'est sur ces plateformes que l'on doit concentrer ses efforts en premier, évidemment. On l'a vu en début de cette deuxième partie. Parce que là, il y a une couverture de visibilité qui est offerte, qui est assez importante. Je ne sais plus combien Spotify a d'abonnés payants. Je me demande si ce n'est pas 250 millions, mais du coup, c'est assez important l'audience, quoi. Et justement, quelles sont les optimisations à mener pour apparaître finalement sur ces plateformes de streaming? Oui, venons-en à notre sujet, c'est-à-dire aux optimisations. Donc avant de vous lister tous les critères et les champs optimisés, notez qu'il faudra faire cet effort d'optimisation pour votre émission d'un côté, au sens large, et bien sûr pour chaque épisode des épisodes, avec l'angle qu'il attaque et le sujet qu'il attaque. Voilà, l'avantage d'une plateforme qui fait tout, comme Ocha, c'est que tu fais ce travail une fois et que ça se répand pour toutes les plateformes. Je dirais même que ça décline selon la place accordée, tu vois, le nombre de caractères du titre, la description. Tu fais quelque chose d'assez gros et puis derrière, ça vient le resizer en fonction de la plateforme. Tu fais qu'une fois et voilà. Plutôt pratique. Voilà. Donc si on prend par exemple le premier critère, ça va être le titre de l'épisode et l'URL, c'est-à-dire appeler le permalien de l'épisode. Ouais. Voilà. Donc vous pouvez reprendre la même méthodologie, c'est très classique ce que je vous dis, c'est très basique. La même méthodologie d'optimisation des titles traditionnels pour votre page, pour votre podcast, voilà, tout simplement. Ouais, pour les contenus textes classiques. Exactement. Et en l'occurrence, l'ajout de mots-clés relatifs à la thématique, encore une fois, ce conseil basique, donc le plus à gauche possible dans le titre, ça marchera très bien. Voilà, et ça reportera en plus automatiquement les expressions « et ça mange pas de pain » dans l'URL, même si c'est un tips des années 80. Mais voilà, ça mange pas de pain et ça facilite surtout la compréhension du contenu pour l'utilisateur quand il voit l'URL. Et pour le moteur. Donc ça, c'est pour le title. Est-ce qu'il y a un autre critère pertinent, important? Ouais, moi je pense que là, c'est comme le référencement de vidéo, c'est-à-dire c'est la cover, ou pour la couverture. Pour les... tu le fais bien. Ouais, voilà. C'était dispensable, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais pour le Québec. Mais en fait, la couverture, le thumbnail, l'étiquette de ton podcast, pour qu'elle sorte du lot, il faut la soigner. Ouais. Ça, effectivement, c'est un travail qui a été initié à l'époque par Blandine et très bien compris. C'était notre graphiste en interne. C'est ça, repris par Tristan, qui a donc décliné la charte graphique de WAM sur les étiquettes du podcast Wamcast. Voilà, on l'a fait en bleu. Avant, c'était en blanc. Et avant, encore avec Blandine, c'était en vert.
Voilà, on la fait évoluer régulièrement, c'est plutôt pas mal. On peut même la faire évoluer chaque année, pour chaque saison. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle devient reconnaissable avec le temps. Oui. Si ton travail est bien fait, les gens vont le repérer et se dire ah bah tiens, ça c'est le Whamcast ou c'est je parle toujours du Whamcast, parce qu'il y en a plein d'autres. Voilà, Bebop par exemple, hein, t'as ta signature graphique aussi. Voilà, donc soigner le nom également du fichier visuel, renseigner la balisale pour faire ressortir dans Google Images par exemple. Voilà, et c'est vrai que cette vignette, on la fait évoluer régulièrement. D'ailleurs, la petite signature Whamcast plus le numéro et si thème. Possible le thème, effectivement. Il y a également pour YouTube une déclinaison de la cover avec une petite animation. Tu as en fait une cover figée en arrière-plan et une courbe qui s'anime avec les oscillations de la voix. Voilà, pour YouTube, mais aussi pour LinkedIn. On l'utilise pour les carousels LinkedIn pour en faire la promo à chaque fois que chaque mois, il y a un sujet qui sort. Et après la cover, alors qu'est-ce qu'il faut regarder ? Eh bien, là aussi, c'est très classique. La description de l'épisode, c'est-à-dire le champ description, vous permet de résumer ou de retranscrire le contenu audio en texte pour chaque épisode. Sur Ocha, la limite, elle est assez importante. C'est 4000 caractères. Presque 3 feuillets, c'est cool. Donc, ça laisse largement de quoi s'exprimer. C'est indispensable au bon référencement d'un podcast et de chacun des épisodes, c'est clair. Tout comme pour un article de blog, soignez bien votre description en y intégrant, bien sûr, les expressions du champ qui couvre votre champ sémantique et thématique. Voilà, comme pour les moteurs de recherche. Et les plateformes d'écoute remontent votre podcast sur votre requête principale, voilà, donc comme SEO pour notre Whamcast ou référencement. Voilà. L'idée, c'est pas de survendre son contenu, c'est plutôt de donner envie. Voilà, on essaye de faire les choses bien pour les auditeurs et pas de bombarder de mots-clés. Et autres critères après la description ? Alors ça, c'est c'est spécifique aussi, comme la couverture au format audio ou vidéo, sont les tags. Donc tout comme pour les contenus vidéo, encore une fois, par exemple sur YouTube, l'ajout d'une taxonomie, tu vois, qui propre à chaque épisode permet à votre contenu d'être mieux référencié, mieux trouvé. C'est aussi un système de navigation sur ces plateformes, voilà, qui prendront en compte ces tags. Par exemple, j'ai pris un numéro, le Whamcast numéro 22, liens et mentions. Quelles évolutions dans la compréhension de l'algorithme ? Voilà, quand on parle de ça, on peut mettre backlink, référencement SEO Google, lien, référencement naturel, relations presse, RP, voilà, etc. etc. Ocha, par exemple, permet d'ajouter jusqu'à 20 tags à chaque épisode. Voilà, ce qui permet de mieux contextualiser le contenu de chaque épisode et d'en favoriser la remontée dans les moteurs. Et après le tag, alors, on se concentre sur quoi ? Voilà, c'est rapide et c'est facile. Le nom du fichier audio, voilà, ça n'a sans doute pas énormément de poids, mais ça reste pertinent. Oui. Comme nous le ferions pour une vidéo, une image. Voilà, tu nommes bien ton fichier avec le nom du sujet et ça fonctionne. Voilà. Et tu peux aussi découper le podcast en chapitres. Ouais, et tout à fait. Certains outils, comme Ocha d'ailleurs, te proposent de structurer ton épisode en chapitres successifs. Vous pouvez matérialiser avec des timecodes les moments où vous abordez un sujet précis pour faciliter l'écoute pour vos auditeurs. C'est une fonctionnalité qui est super intéressante pour le SEO, en fait, puisque vous enrichissez votre transcript texte de titres correspondant aux sections de votre contenu, comme un sommaire en fait. C'est vraiment utile pour vos auditeurs puisque ça facilite la navigation, tu peux aller directement à ce qui t'intéresse. Voilà, donc c'est plutôt vertueux. Voilà, donc sur Ocha, sans doute sur d'autres plateformes aussi, d'hébergement de podcasts, vous êtes autonome pour la segmentation de votre fichier audio en chapitres. Ensuite, tu nommes bien les différentes parties, ça revient à bien bosser tes intertitres dans tes contenus en H2. Oui, finalement. Ouais, exactement. Tu connais bien le sujet. Et puis, utiliser la meilleure expression pour décrire ce dont va parler le passage en question, en mettant l'expression visée par le positionnement le plus à gauche possible, donc au début. Ce sera une information parfaitement lue par Google et puis pour l'internaute aussi qui sait aussi de quoi ça parle. Puis c'est bien pratique si tu as des épisodes très longs, au moins tu pioches un peu voilà. que ce que tu as envie d'écouter. Et tu as raison de le dire parce que la vraie tendance, et on le voit aussi sur YouTube, c'est à chapitrer, c'est qu'en fait on zappe, en fait, on va pas
Des fois, on écoute tout, des fois, on a envie d'aller directement au paragraphe. C'est une vraie tendance de fond, de consommation des contenus audio et vidéo, tout à fait. Et est-ce qu'il faut retranscrire le contenu audio de chaque épisode en texte dans la page web ? Ça, c'est une excellente question, parce que Google progresse évidemment, comme tu le sais, à pas de géant dans l'analyse du langage, côté analyse du langage naturel, le NLP, grâce à sa technologie speech to text. Donc, une transcription de texte de votre contenu audio, malgré tout, elle est quand même encore nécessaire pour maximiser vos chances d'apparaître dans les résultats de Google. La techno speech to text, elle occulte encore trop souvent les acronymes, le vocabulaire un peu spécifique, ou tu vois les tics de langage ou les expressions spécifiques à une région, enfin que sais-je. En revanche, il nous semble pas nécessaire de retranscrire mot à mot l'intégralité de votre contenu. Voilà. Pensez d'abord à l'internaute, et si vous jugez nécessaire de reprendre l'intégralité du contenu, vous pouvez le faire. Je peux donner en exemple quelqu'un qui le fait, c'est Moz. Tu sais, avec ses Whiteboard Friday sur le SEO, c'est des vidéos. C'est vraiment retranscrit, on le voit là par un algorithme. Probablement en filet de sécurité, tu as un humain qui relie. Bon, voilà, c'est leur choix. Ok. Et si jamais je retranscris le contenu audio en texte, est-ce qu'il y a un risque de dupliquer en fait les deux ou... La question mérite d'être posée encore une fois, mais John Mueller, qui avait été interrogé lors d'un podcast justement, donc c'est le Webmaster Trends Analyst, sur Search Engine Journal, il avait précisé que ça, en l'occurrence, tu pouvais faire une retranscription. Mais dans le temps, il ne le garantissait pas. Donc, à mesure que Google va progresser dans sa compréhension du natural language processing, on peut s'attendre à ce que la question soit reposée. Si tu regardes aujourd'hui, sorti depuis quelques semaines, quelques mois, le sous-titrage automatique sur YouTube, ça marche vachement bien. Alors, des fois, il y a des pétouilles, mais il reconnaît et c'est là que tu vois qu'il progresse. Donc, à suivre. Voilà, mais par exemple pour les vidéos, nous savons que Google a déjà recours donc au NLP, avec le sous-titrage comme je disais à l'instant, mais aussi pour proposer aux internautes le chapitrage. Ça veut dire qu'il comprend le contenu audio, tu vois. Tu as des vidéos avec dès 10 minutes 50, tu vas retrouver tel sujet. Il le fait déjà tout seul. C'est assez impressionnant. Donc voilà, dans le cadre du Webcast, on a fait le choix de proposer un résumé texte de chaque épisode, que tu écris souvent d'ailleurs. Oui. Parce qu'une transcription de texte ne serait pas fidèle à ce qu'on essaie, si on était mot à mot, de passer à l'oral, comme l'ambiance, l'humeur, le sentiment. Oui, c'est bref. ça. Donc on fait plutôt du chapitrage. Sur les derniers numéros, tu as même mis à Oui, j'essaie de chapitrer un peu. Exactement. Sans tout retranscrire, mais pour avoir un petit résumé. Un repère chrono. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et pour faire tout ça dans la forme, comment on s'y prend ? Dans la forme, vous retrouverez, comme pour un texte classique, les balises suivantes à optimiser. C'est assez basique, donc le titre H1, 45 à 60 caractères, l'expression visée le plus à gauche possible. Un sommaire, donc, pour chapitrer, pour se retrouver directement au paragraphe associé. On indique le sommaire des paragraphes que l'on retrouvera dans l'épisode avec le temps écoulé pour aider l'internaute à retrouver le bon moment dans le fichier audio. Le chapeau en italique contenant les connecteurs, indication de lieu, personnage, lieu, date, voilà. Les intertitres en H2, 45 à 60 caractères. Le contenu sous forme de paragraphes assez concis, phrases courtes. Une liste à points, des liens vers les principales ressources externes évoquées dans l'épisode, études, articles, références, pour crédibiliser aussi le contenu. Et enfin, des liens connexes vers d'autres épisodes, et puis réciproquement vers ton épisode, ou d'autres ressources externes, par exemple, des contenus du blog, ou pour approfondir certaines notions. Voilà, il faut jouer le maillage sémantique à fond. Puisqu'on le connaît bien, on peut reprendre en exemple le Webcast, justement sur notre site agence-web.fr, c'est notre manière de procéder. Exactement. Voilà, la liste de ces critères n'est pas exhaustive, mais là quand même on a donné de solides bases, je pense, à ceux qui nous écoutent, qui veulent se lancer pour émerger sur les principales plateformes. Voilà. On aurait pu parler des avis aussi, parce que il y a quand même un effet indirect
sur les classements dans les Bien sûr, plateformes. Voilà, je le place quand même. Mais ils sont durs à obtenir. C'est pas évident. Voilà, et tu le sais mieux que moi, puisque tu as Bebop. Mais ils jouent un rôle clairement important dans la visibilité. Hein. C'est comme pour dans TripAdvisor, c'est un restaurant, tu veux émerger. Bon, faut un nombre de notes et une très bonne moyenne. Voilà, dans Apple Podcast, c'est quand même hyper important pour apparaître en tête. Donc voilà, rappelez en fin de podcast la possibilité de laisser une note, un avis. Ce sera fait tout à l'heure. Génial, ça aide à remonter dans les listes et au passage, ça nous fait plaisir aussi parce que ça nous encourage pour faire mieux. Bien sûr. Oui. Toujours constructif. Voilà, clairement, on les lit et ça nous fait plaisir. Et quoi qu'il en soit, faites vos tests, faites évoluer régulièrement vos petits tests et allez vérifier dans les plateformes, celles qu'on a citées, directement comment votre visibilité évolue. Voilà, c'est à vous de. Voilà, on a donné la base, appropriez-vous ensuite ces éléments. Une dernière chose sur l'optimisation. Ouais, depuis 3 ans que l'on poste maintenant, t'as dit, c'est le numéro, tu l'as dit, c'est le numéro 40. Maintenant qu'on poste de façon régulière, on a remarqué que le Knowledge Graph de Google, graphe de connaissances de Google, a identifié le Whamcast comme étant un podcast. C'est-à-dire que concrètement, si tu tapes Whamcast dans Google, à droite des résultats de recherche traditionnels, on a un encart Knowledge Graph et qui explique le Whamcast est un podcast qui parle du digital, du SEO, etc. C'est une belle reconnaissance. Voilà, c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est le genre de résultat que l'on attend de tout ce travail qu'on explique depuis tout à l'heure. Hein. Voilà, donc c'est faisable. Et ça d'ailleurs, ça vous permet du coup d'être meilleur dans les réponses génératives de Google, puisqu'ils se basent sur le Knowledge Graph. Voilà. Donc pour cette même requête, vous verrez d'ailleurs que toutes les plateformes ressortent. Hein. Quand je tape Whamcast, vous verrez, il y a des épisodes qui ressortent sur YouTube, puisqu'on est également sur YouTube, Amazon, Apple, Ocha, Podcast Addict, etc. Donc finalement, tu maîtrises la visibilité de ton programme audio via toutes les plateformes qui font indexer les URL dans Google. Voilà, tout simplement. Ça permet vraiment d'avoir une belle visibilité. Tu parlais d'objectifs. Est-ce que, pour finir, une dernière question peut-être à propos du Whamcast encore, quelle audience est-ce qu'on pourrait attendre à notre niveau ? Alors nous, c'est du B2B, on parle quasiment que de visibilité organique, hein, de toute façon. SEO, édito, relations presse, data. Oui, c'est une niche. Hein. C'est pas... Oui, on peut. Non, c'est pas un gros mot. Hein, c'est pas un gros mot. C'est une niche. Tu te rappelles, très humblement, à l'époque, on n'en attendait rien parce qu'en fait, on se lançait. Oui, on savait pas. Ouais. Et en 39 numéros, avant celui-ci, on avait 22 000 écoutes. C'est 22 000 personnes, ou en tout cas 22 000 écoutes, et peut-être que la moitié, mais même si c'est que la moitié de personnes physiques, c'est des gens qu'on n'aurait jamais touchés. C'est sûr. Voilà, on n'a pas 22 000 clients, donc je trouve que rapporté à ça, c'est plutôt sympa. Pour vous donner un exemple concret, ça fait 550 écoutes par épisode. C'est en moyenne, parce qu'il y a certains thèmes, on sait pertinemment maintenant au bout de bientôt 4 ans qu'il y a des thèmes plus attendus que d'autres. Les tendances pour l'année qui arrivent, souvent c'est un épisode qui dépasse les 1000, exactement. Alors, ça fait pas 550 écoutes en moyenne ne font pas 550 personnes. Oui. Alors, mettons que ce soit que la moitié, même si c'était que le tiers, ça veut dire que chaque mois, c'est comme si on donnait une conférence avec plusieurs centaines de personnes dans la salle. On prend, c'est super. Bon, sachant que notre volonté première, c'est pas forcément de parler de nous, alors c'est pas le bon exemple ce mois-ci, mais c'est plutôt de parler du sujet. Voilà. En tout cas, le système de comptabilisation Ocha a évolué entre 2022 et 2023, c'est-à-dire que globalement, il a un peu baissé. Mais c'est pour un bien, un mal pour un bien. Pourquoi ? Je m'explique, parce qu'ils ont certifié leur système de comptabilisation par l'APCM, qui est donc l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. C'est un organisme indépendant dont la mission est de contrôler les chiffres de diffusion des différents médias français. Donc c'est plutôt un gage de crédibilité de le faire. Et les chiffres donc répondent à un cahier de charges assez précis. Et donc ils ont été revus à la baisse, ces chiffres d'audience.
Donc c'est un peu frustrant, mais au moins ils répondent à un référentiel qui est reconnu. Oui, c'est important pour la reconnaissance et on en parlait tout à l'heure, la monétisation. Et oui, les critères ont un petit peu évolué pour être comptés comme une écoute. Je crois que tu as les exemples. Oui, tout à fait. Donc à l'issue de la première minute de lecture effectuée, Avant, pour expliquer, dès que tu lançais, ça comptait une écoute. Maintenant, ils attendent que tu aies vraiment écouté 1 minute entière pour dire ok, là ça fait une écoute. Ouais. Exactement, et c'est tout à fait ça. Si l'auditeur n'écoute que quelques secondes l'épisode, aucune écoute ne sera comptabilisée et affichée sur Ocha. Et pour un même auditeur et un même épisode sur une tranche de 24 heures, ici un auditeur correspondra à une adresse IP en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ce fenêtrage de 24 heures signifie que l'auditeur lance plusieurs écoutes d'un même épisode pendant ce laps de temps. Mais seule une écoute sera comptabilisée. Ça comptera qu'une écoute s'il les lance plusieurs fois dans la journée. Ouais, c'est plutôt valorisant. Alors, c'est vrai que pour des petits podcasts avec une petite audience comme la nôtre, c'est un peu frustrant. Mais encore une fois, c'est un gage de qualité. Donc, pour être totalement transparent, si je vous donne les chiffres des derniers numéros, là où avant on faisait systématiquement 500 écoutes, on fait plutôt à peu près la moitié. 250, 300. Voilà. Mais moi, ça me va parce que ça veut dire que les gens écoutent plus longtemps. Eh ben merci David pour tous ces conseils. Merci Kevin. Et merci à vous de nous avoir écoutés. C'est la fin de ce WAMcast estival. On le rappelle, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les anciens sur notre site agence-wam.fr, rubrique WAMcast évidemment. On est également présent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter, enfin sur X maintenant. Attention, oui, c'est vrai, tout à fait. C'est plus Twitter, ça change tout. @WAMREF et sur Instagram également, agence_WAM. Il faut le faire, je le fais. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles. Voilà, c'est 5 étoiles. Donnez-nous des avis, feedback. Sur vos applications de podcast, ça prend quelques toutes petites secondes en plus, donc n'hésitez pas. Et nous, on va se retrouver évidemment dès le mois de septembre. On sera reposé, on sera bronzé, en pleine forme. D'ici là, passez un bel été et de bonnes vacances si vous n'êtes pas encore parti. Et je vous dis à très bientôt.